Bonjour Eric, bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du Balado Les Chiffres. Nous avons des nouvelles données à se mettre sous la dent. Un nouveau sondage québécois de la maison Léger a été publié par les médias de Québécois hier, Eric. Et il semblerait que l'avance du Parti québécois continue de se creuser par rapport à la CAQ, du moins selon Léger. On va bien sûr plonger dans les chiffres du sondage. Il y a aussi des chiffres fédéraux, des chiffres référendaires. Mais Eric, j'aimerais d'abord connaître tes impressions initiales lorsque tu as vu les chiffres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attrapé ton œil plus en particulier? Le fait que c'est 34% pour le Parti québécois, c'est le plus haut niveau qu'on a vu depuis quoi? 2012, 2014 peut-être? Depuis Pauline Marois, assurément. Oui. C'est 22% pour la CAQ. C'est un peu similaire que des autres chiffres, des autres sondages qu'on a vus. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements dans les intentions du vote, mais comme on a dit la dernière fois avec le dernier sondage Palace, il me semble que ça se stabilise un peu. En effet, on dirait qu'il y a une stabilisation, mais la tendance n'a pas été renversée. Parce que une stabilisation aurait pu être la CAQ à 26 et le Parti québécois à 30 aussi. 34-22, ça vient chercher l'imaginaire parce que oui, en effet, avec 34% et 12 points d'avance à l'échelle nationale, et on ajoute à ça, bien sûr, mon cher Éric, 17 points d'avance chez les francophones, le Parti québécois formerait un gouvernement majoritaire si ces chiffres-là se transféraient dans les urnes. Et là, je sais qu'il y a des gens dont plusieurs de nos membres qui sont des partisans de la réforme du mode de scrutin, qui peut-être commencent à grincer les dents en pensant qu'un gouvernement pourrait être majoritaire à 34%. Mais le vote est hautement divisé. Il y a 5 partis entre 10 et 34. Et donc, en effet, 34, et lorsque tu mènes dans toutes les régions, parmi les francophones, tu mènes parmi les tranches d'âge à partir de 35 ans, selon Léger, plusieurs données pointent directement vers un gouvernement péquiste majoritaire. Non, bien sûr, on ne fait pas une prédiction pour l'instant, on se calme. Mais je vais aussi avoir des chiffres de projection mis à jour. Je ne sais pas si tu as joué un peu avec ces chiffres-là dans ton modèle. Non, pas encore, non. C'est assez dramatique. Et en fait, ça rejoint c'est ça, le Parti québécois et la CAQ sont des vases communicants. On voit les autres partis n'ont pas beaucoup bougé. La CAQ, à 22%. Québec solidaire, 18%. Ça, c'est intéressant. C'est un de leurs meilleurs sondages, même si il n'y a toujours pas de vague orange et que 18%, il n'y aurait pas beaucoup de nouveaux sièges, mais ça sort du 15-16 habituel. Donc, moi, je regardais... En fait, Éric, ce qui m'a frappé le plus, je dois le dire, c'était les chiffres dans la région de Québec. Ces chiffres-là... Et là, je ne dis pas qu'ils sont faux, mais ils ont l'air vraiment sur les stéroïdes. 43% pour le Parti québécois dans la région de Québec. Éric Duhem a seulement 13%. La CAQ deuxième à 20%, toujours dans la région de Québec. L'échantillon, 248 répondants décidés. J'ai regardé les tableaux. C'est en fait 300 répondants totaux. Il y a des indécis. Ça donne, pour un échantillonnage probabiliste, ça donne une marge d'erreur de plus ou moins 6%, alors que l'avance est de 23%. C'est juste que 43% à Québec, c'est ce que la CAQ a obtenu en 2022. C'était 43%. Et la CAQ a gagné tous les sièges à l'exception du centre-ville, Tachereau, et Limoilou, Jean Lesage, qui sont passés à QS. Alors, il y aurait un balayage péquiste à Québec, à en croire ces chiffres-là. Et peut-être pas beaucoup de sièges pour les conservateurs qu'on a vu dans les dernières projections. Il y a souvent 5, 6 peut-être députés du Parti conservateur avec 13% dans la région de Québec. Probablement pas. Peut-être un, 2 dans la Beauce, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais ouais. On a vu aussi avec le sondage les questions sur le politique fédéral. On va parler de ça plus tard, mais... Ouais. Le Bloc québécois était en première place dans la capitale nationale et les conservateurs étaient en deuxième. Il y avait un assez large marge entre les deux. Donc, c'est possible qu'il y a quelque chose qui se passe dans la région de Québec ou peut-être c'est juste une question de l'échantillonnage. Cette fois-ci, c'est un peu fort pour les partis souverainistes, c'est un peu faible pour les partis conservateurs, mais
Exact. Mais oui, c'est ça qui... Tous les autres chiffres des régions, dans les régions, dans la grande région de Montréal, c'est des chiffres qu'on a vus dans des autres sondages. C'est vraiment dans la capitale nationale où ça a vraiment bougé. Mais encore là, c'est juste un sous-échantillon. Donc, faut pas exagérer l'effet. Et là, en fait, on doit le dire, pour l'échantillon de la grande région de Québec, les chiffres que l'on voit ont du sens. Dans le sens qu'ils sont conséquents quand on regarde les chiffres référendaires et les chiffres fédéraux. Mais il reste que ça pourrait aussi être un problème d'échantillonnage dans la région de Québec que peut-être Léger a attrapé un échantillon un peu plus souverainiste. Parce que lorsqu'on regarde, bon, comme je disais, on a dit les intentions de vote à Québec, les intentions de vote provinciales, 43% pour le Parti québécois. Si on regarde les chiffres référendaires, on voit que la région de Québec serait la région la plus en faveur d'un oui référendaire. Plus que le Grand Montréal et plus que les régions. 41% de ceux sondés dans la région de Québec voteraient en faveur de la souveraineté. Et on regarde les chiffres fédéraux, comme tu as dit, le Bloc en première place. J'ai regardé le sondage précédent de Léger. Les conservateurs étaient en avance, 36%. Et là, ils sont à 29%. Ce qui est un peu en dehors de la marge d'erreur du sous-échantillon. Alors, soit il y a eu du vrai mouvement à Québec, et on va le savoir lorsque d'autres sondages vont aller sur le terrain, ou peut-être que Léger a juste attrapé un morceau de la ville de Québec qui était un peu plus souverainiste que la médiane ou la moyenne. Mais c'est ça qui m'a frappé. 43% pour le PQ. On dit que la CAQ a été dominante à Québec, et elle l'a été. Ben, soudainement, le sondage dit que le PQ est à ce niveau-là et que le PQ commencerait à gruger des appuis, non seulement à la CAQ, parce que ça s'est déjà fait, mais aussi au Parti conservateur d'Éric Duhem. Comme on a dit, est-ce que le PQ pourrait attirer des électeurs conservateurs? Ça semble un peu étrange, mais peut-être qu'il y a des nationalistes conservateurs qui présentement embarquent dans le bandwagon, si tu permets l'expression anglaise, du Parti québécois. Je sais pas. J'avoue que j'ai été très étonné par ces chiffres-là. C'est possible que c'est des électeurs qui sont idéologiquement à droite, mais Oui. ils sont pas l'extrême droite, et ils étaient motivés premièrement par un sentiment anti-caquiste. Ouais. Et Oui. donc pas pro-conservateur. Et donc pour ça, c'est possible pour eux d'aller au Parti québécois, parce que le Parti québécois, c'est toujours un parti social-démocrate, mais il y a des politiques qui sont peut-être attrayants pour les gens les deux côtés de l'échiquier politique. Mais oui, c'est ça quelque chose qui est étonnant de voir. Et comme tu as dit, c'est quelque chose à suivre dans les prochains sondages. Je voulais aussi te faire remarquer, à nos auditeurs aussi, l'échantillon des électeurs plus âgés, donc les 55 ans et plus dans le Léger. Juste pour mettre en contexte, le dernier sondage Léger de l'élection de 2022, c'était à la fin septembre 2022, Léger avait 29 points d'avance pour la CAQ parmi les électeurs plus âgés, et Léger a légèrement sous-estimé la CAQ dans les chiffres finaux. Alors, on peut imaginer que la tranche plus âgée, les 55 ans et plus, la CAQ avait remporté cette tranche-là par 30 points. C'est juste d'affirmer ceci. Et là, on voit Parti québécois, 38%, Coalition Avenir Québec, 28%. Et donc, comment est-ce que la CAQ pourrait possiblement remporter plus qu'une vingtaine, trentaine de sièges s'il perd dans toutes les régions, parmi les francophones, perd les électeurs plus vieux? Ça fait mal. Alors, si tu permets, Eric, je vais dire mes moyennes. J'ai fait la projection, ça va paraître dans l'actualité, mon analyse. Alors, Parti québécois, évidemment, je rappelle, ce sont des moyennes, il y a des intervalles de confiance qui, pour le PQ et la CAQ, sont particulièrement larges parce qu'encore une fois, ce sont des vases communicants. Donc, Parti québécois, je devrais commencer par le bas. Ah oui, je vais commencer par le bas. Parti conservateur du Québec, 5 sièges. Bien sûr, si on prend seulement les dernières données de Léger, ça serait 0 siège. Mais nous pondérons bien sûr, surtout avec des sous-échantillons, les fluctuations sont possibles. Sauf que si Éric Duhem obtient d'autres sondages similaires à celui-là, ça va retomber à 0. Donc 5 sièges pour le Parti conservateur en moyenne. La CAQ est à 11 sièges dans mon modèle. 11 sièges seulement.
C'est assez réparti. Bon, centre du Québec, un peu en Montérégie, Mauricie, Estrie et Gatineau. Quoique Gatineau, je commence à douter, il va falloir qu'on sonde dans le coin de Gatineau parce que si la CAQ perd la moitié de ses appuis, on imagine qu'une partie des appuis de la CAQ irait au Parti libéral, mais ça ne s'est pas encore, à Gatineau, je veux dire, ou dans la grande région de l'Outaouais, ça ne s'est pas encore matérialisé dans les sondages. Québec solidaire, Avant 14. que tu continues, Oui. tu as parlé de la réforme électorale. Oui. La CAQ est en deuxième place dans les intentions de vote, mais ils sont en quatrième place pour les projections du siège. Et comme on a vu déjà, parce que tu as déjà parlé du Québec solidaire, c'est le Parti libéral à 14% qui va être en deuxième place de l'opposition officielle. Donc, les distorsions sont toujours là. Les distorsions, si on pense que c'est des distorsions, bien sûr, je ne suis pas nécessairement de l'école qui pense que c'est distorsionné. Pourquoi? Parce que il faut élire des députés locaux. Et donc, mais bon, oui, je comprends. On pourrait faire un autre épisode sur la réforme électorale et je pense que nos membres seraient très heureux. Donc oui, Québec solidaire à 14. 14 sièges, ça veut dire des gains modestes pour Québec solidaire. Mais attention avec la montée du PQ et les chiffres stratosphériques du Parti québécois dans la région de Québec. Les 2 sièges de QS à Québec pourraient être menacés. Ce sont maintenant des comtés pivots. Parti libéral, 26. Et on fait le roulement de tambour ici. Le Parti québécois, 69 sièges en moyenne dans le modèle. Donc, en territoire majoritaire, bien sûr, mais avec l'intervalle de confiance qui varie. Et je pense que ça va de 50 à 80. Donc, c'est un intervalle de confiance quand même assez large, mais il ne croise pas aucun autre parti. Le PQ est en première place dans la projection. C'est quoi la probabilité d'un gouvernement majoritaire avec ces chiffres-là? Je peux te le dire. Majoritaire péquiste, 63%. Minoritaire péquiste, 37%. Le reste, moins de 1%. Wow. C'est quand même Okay, fou, ouais. hein? Ben, je veux dire, l'affaire, c'est que... C'est fou, Non, mais oui, ça a sinon, changé très vite. Hein? C'est fou en disant que la CAQ aurait 0% de la remporter, l'élection, mais on parle avec maintenant, si c'est vraiment les chiffres que l'on voit la veille de l'élection, même, je veux dire, n'importe quel statisticien, modélisateur informatique regarde les chiffres et dit « Ok, la CAQ peut pas gagner avec ces chiffres-là. C'est impossible. Tu peux pas remporter même 40 sièges. Peut-être avoir un gouvernement minoritaire fort. Tu ne peux pas remporter même 40 sièges en étant derrière chez les francophones et dans toutes les régions et derrière parmi les électeurs plus âgés. Les mathématiques ne fonctionnent tout simplement pas. Mais bien sûr, Éric, c'est aussi possible que bien des électeurs québécois sont fâchés contre la CAQ et se cherchent une porte de sortie. On avait vu ça aussi à la fin du règne du PLQ de Jean Charest et de Philippe Couillard. Il fallait juste se débarrasser des libéraux. C'était suffisant. Est-ce qu'on est déjà rendu là? Les libéraux, ça a duré presque 15 ans, alors que la CAQ, ça fait maintenant quoi? Ça fait 5 ans et demi, presque 6 ans. Les gouvernements usent plus rapidement, n'est-ce pas? Oui, ça semble que oui. Et c'est toujours une question, est-ce que ça va durer jusqu'aux élections? Est-ce que la campagne électorale va changer des choses? Mais en ce moment, ça va mal pour la CAQ. Ça ne va pas bien. Taux de satisfaction. De manière générale, êtes-vous très satisfait, plutôt insatisfait ou très insatisfait du gouvernement du Québec dirigé par François Legault? 29% se disent satisfaits, 64% se disent insatisfaits. Les très satisfaits, 4%. Donc une personne sur 25 se dit très satisfait du gouvernement du Québec. Il y a une grogne populaire contre plusieurs gouvernements. Et en fait, c'est étonnant parce que 29%, c'est aussi dans les mêmes eaux de la satisfaction canadienne du gouvernement Trudeau. On voit Justin Trudeau et François Legault semblent être dans des zones d'insatisfaction quand même assez similaires. Et l'insatisfaction particulièrement très forte chez les jeunes, 67% de jeunes se disent insatisfaits, 62% chez les francophones. Donc, j'essaie de voir un revers de la médaille qui serait plus optimiste pour la CAQ avec ces chiffres-là, et c'est pas facile. Ouais. Et on peut dire aussi que François Legault fait partie de ce problème-là, parce que seulement 15% des Québécois
l'a choisi comme le meilleur premier ministre. C'est moins que l'appui de la CAQ avant la répartition des indécis. Paul Saint-Pierre Plamondon, à 32%, est beaucoup plus populaire que le Parti québécois, qui était à 27% avant la répartition des indécis. Et François Legault est à presque le même niveau de Gabriel Nadeau-Dubois, 14%. Donc, c'est un problème quand le chef du parti est moins populaire du parti. Si on veut voir qu'il y a une remontée pour la CAQ, c'est pas clair que François Legault est la personne de le faire. Si je te pose cette question-ci, et là je sais que je te surprends parce qu'on n'avait pas mis ça dans nos notes partagées, mais quels premiers ministres au Canada, premiers ministres provinciaux au Canada, sont moins populaires que leur propre parti présentement? Moi j'en compte deux, en plus de M. Legault, je compte Doug Ford et Blaine Higgs. Dans l'Ouest, généralement, le chef de parti est aussi apprécié que le parti lui-même, Daniel Smith, oui. Webb Kenu est en lune de miel. Monsieur Moe, je pense, s'en va vers une réélection. Dans les provinces maritimes, je pense pas qu'il y a une... je veux dire, Monsieur Higgs est bas au Nouveau-Brunswick, mais à face, c'est ça, c'est 15% pour M. Legault. Est-ce qu'on peut dire, Éric, que François Legault est en train de tirer son parti vers le bas? Il y a absolument, au moins des chiffres démontrent que c'est le cas. On ne sait pas si c'est possible que quelqu'un d'autre pourrait faire mieux, parce que c'est toujours possible que quelqu'un d'autre ferait pire. Oui, c'est ça. Donc, mais c'était une baisse de 3 points depuis février. Il y a des problèmes pour la CAQ et la seule chose qui est un avantage pour eux, c'est qu'ils ont un peu de temps. Ils ont plus que 2 ans. Beaucoup peut se passer d'ici là. Et pour le Parti québécois, ils ont une opportunité. Leur chef est populaire. Mais est-ce que ça va durer pour 2 ans et demi peut-être? Il va y avoir beaucoup plus d'attention des médias sur le chef péquiste, sur la plateforme du Parti québécois, tout ça. On voit au niveau fédéral que ça n'a pas eu un effet important sur Pierre Poilievre. Il est toujours en première place. Exact. Mais c'est pas une garantie que si tu es populaire maintenant, tu vas rester populaire pour 2 ans. Ça va être un long temps. Et on a vu aussi les derniers jours, il y a beaucoup de pression sur Saint-Pierre Plamondon. Et il ne va pas toujours faire les meilleures décisions, les meilleurs pas quand il y a des événements, des enjeux qui s'arrivent. Il doit s'habituer à l'attention médiatique, du moins d'en recevoir plus. Il n'en a pas eu beaucoup pendant la campagne de 2022. Bien sûr, ça a grandi depuis, mais bon. Je voulais aborder aussi, on a mentionné les chiffres référendaires. Léger a recommencé à sonder la question référendaire régulièrement. Et je suis bien content parce que c'est bien d'avoir un suivi. On veut avoir un suivi. Mais oui, mais je trouve ça aussi intéressant. C'est que Léger a décidé de recommencer avec ces questions-là. Parce que dans le passé, il y avait comme une fois par année. Tout un an pour passer sans un sondage sur la souveraineté du Québec. Le fait que le Parti québécois est en première place et pourquoi, on se demande c'est quoi le niveau d'appui pour la souveraineté, mais je trouve que ça démontre quelque chose qui a changé un peu au Québec. Le politique au Québec a changé parce que avant même juste l'automne en 2023, les questions de la souveraineté et de l'indépendance étaient une question qui était mise à côté. Définitivement. Si un référendum avait lieu sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec? Pour 36%, contre 53%. Donc c'est encore une avance de 17 points ici pour le camp du non et 11% d'indécis. Donc il y a plusieurs données à analyser là-dedans, bien sûr, mais je veux juste te raconter. Petite anecdote, hier j'étais en entrevue avec Patrick Lagacé du 98.5 et il m'a demandé quelle est la recette à appliquer pour les indécis sur la question référendaire. Parce qu'avec les intentions de vote, ce qui fonctionne le mieux empiriquement, ce qui a été testé à plusieurs reprises, c'est de prendre les indécis
et de les enlever de l'équation et de regarder parmi les électeurs décidés, c'est quoi les proportions. Et généralement, ça fonctionne très bien. Il y a des exceptions. Ça peut arriver qu'une forte majorité, ou du moins une proportion disproportionnée, si je peux me permettre, d'indécis vont aller du même côté. Mais les indécis, souvent, ils ne vont soit pas voter ou ils vont tomber dans les mêmes proportions que les électeurs décidés. Mais avec le référendum, c'est pas la même chose. Et j'étais bien sûr un adolescent lors du référendum de 95, mais j'avais lu plusieurs recherches universitaires sur comment appliquer ça ici. Et je me souviens que c'était, un bon calcul serait prendre 2 tiers des indécis et de les mettre du côté du non, peut-être même 3 quarts. Il m'a posé la question et il m'a surpris, je ne m'attendais pas à ça. C'est juste que j'ai été honnête avec Patrick. J'ai dit, je ne pense pas que le contexte de 1995 peut s'appliquer aujourd'hui. Même si, en effet, si on te pose la question référendaire et tu es indécis, tu n'es pas souverainiste. Tu pourrais le devenir, tu pourrais en être convaincu, mais tu ne l'es pas. Et le statu quo a tendance à être plus attrayant pour des électeurs indécis. Alors, c'est une épreuve, ça, pour le futur camp du oui. 36% n'est pas un mauvais chiffre, mais la marche est encore assez haute. Ouais. Et je pense que c'était le cas aussi en Écosse, quand ils ont eu leur référendum, que les sondages indiquaient que c'était un peu plus serré que c'était finalement. On n'a pas beaucoup de cas. Et il faut dire que c'est toujours possible qu'il va y avoir un contexte complètement différent. Peut-être, je sais pas, il y a une chicane entre le gouvernement du Québec et le fédéral. Je sais pas. C'est toujours possible que le contexte va être différent et les calculs qui ont fonctionné, ça fait il y a 30 ans, ça va pas fonctionner la prochaine fois. Mais je pense que c'est vrai que c'est probablement une meilleure idée de penser que les indécis va aller avec le compte du non dans plus grande proportion qu'on voit parmi les électeurs qui ont une opinion sur cette question-là. Francophone, 43% pour, 46% contre, 11% d'indécis. À moins c'est meilleur que 1980, ou c'était supposé que c'était... Est-ce que c'est le cas? Non. En 1980, pensez que c'était quoi? Moitié-moitié francophone? Le final était 40-60 et donc on pense peut-être proche d'une majorité, mais peut-être pas, autour de 42-58 en 80. On sait qu'en 95, on estime que c'était près de 60% des francophones qui avaient voté en faveur de la souveraineté. Et donc, je regarde ça, je vois les non-francophones. Bon, bien sûr, l'échantillon est petit, mais 11 en faveur de la souveraineté, 78% contre la souveraineté. Le chiffre chez les 13 francophones... 13 en faveur, 13. 13 en faveur? Ah oui, excuse-moi, parfait. Oui, et 10 indécis. Et donc, mais le chiffre chez les francophones doit augmenter si on peut, si le oui peut espérer l'emporter. Et là, bien sûr, on parle d'une campagne électorale qu'on pourrait dire 2 ans et demi d'avance. Je pense que c'est la même chose pour une campagne référendaire et en fait, c'est encore plus émotif, on dirait. Donc, et ça va être juste parce que tu as mentionné les électeurs francophones, les intentions de vote parmi les francophones, 4% pour le Parti libéral. C'est épouvantable. Épouvantable. C'est incroyable de croire qu'un parti qui a... La dernière fois qu'ils ont gagné une élection, leur appui parmi les francophones, c'était en 40% ou plus? Oui, ils avaient... en fait, je ne sais pas si c'était 40%, mais Philippe Couillard avait gagné le vote francophone. Pas une majorité, mais une pluralité. Et ça fait 10 ans. C'était avril 2024. En 2003... Oui. Probablement là, c'était plus que 40%. Jean Charest a eu 46% du vote et je crois que le PQ avait 34%. Et là, j'ai pas les chiffres devant moi, mais je pense que c'était ça la proportion. Avec une avance comme ça, ça veut dire que le vote francophone était probablement... Une pluralité avait voté pour Jean Charest. Ouais, mais c'est juste incroyable de voir un parti qui était compétitif parmi les francophones il y a juste quelques années à 4%. C'est épouvantable. un francophone sur 25. Et là, il y a une marge d'erreur à considérer là-dedans. Ouais. Veux-tu passer au fédéral juste pour une minute? Je pense qu'on pourrait regarder, évidemment, c'est rare qu'on a des gros échantillons régionaux pour le fédéral.
Il n'y a pas beaucoup de changements, mais Léger, en Non. effet, Eric, a testé la question fédérale, les intentions de vote au fédéral, au Québec seulement. Alors, un échantillon, on le rappelle, de 1033 répondants, ce qui est évidemment très grand pour le Québec. 30% pour le Bloc québécois, 27% pour les libéraux et 23% pour les conservateurs. Le NPD, 14%. Même 14%, c'est très élevé. Tes impressions par rapport à ces chiffres? Mais ce n'est pas 21% pour les libéraux, qui était le cas dans le dernier Oui. sondage de Léger, et aussi de... Est-ce que c'était Abacus? C'était Non, Angus quelqu'un Reid. d'autre. C'était Angus Reid. Oui, c'est Ouais. ça. Peut-être c'est une bonne signe pour les libéraux que peut-être c'est le cas que le 21% était juste Une aberration. un accident. Mais oui, on voit que c'est toujours assez serré entre le Bloc et les libéraux au niveau provincial, mais comme on voit parmi les francophones, il y a une avance de 17 points pour le Bloc. Ouais, exact. Ils sont en première place, on le disait, à Québec. Et ils ont une avance de 7 points sur les conservateurs dans les régions. Avec ces chiffres comme ça, je pense que c'est... Probablement pour le Bloc québécois, ils sont dans les mêmes eaux de 32, 35 sièges, quelque chose comme ça. Pour toi, est-ce qu'il y avait des chiffres ici qui étaient problématiques ou prometteurs? Je dirais, ben, je regarde le chiffre des francophones. Évidemment, on m'a fait remarquer à plusieurs reprises, y compris du staff et même des députés, que oui, mais il faut regarder le chiffre des francophones. Le Bloc québécois est à 38, les libéraux sont à 21 chez les francophones, ça fait beaucoup de sièges. Je pense que la division du vote, si oui, le Bloc est à 30% au niveau de la province et ils ont obtenu 33% à la dernière élection, donc ça serait une modeste baisse, c'est à l'intérieur de la marge d'erreur. Mais le fait que les conservateurs aient monté comme ça, je pense que ça va avantager le Bloc. Et donc, moi, je vois plus entre 35 et 40 sièges pour le Bloc ici. Les libéraux avaient tellement remporté des comtés serrés. C'est juste Châteauguay-Lacolle par 12 votes. C'était quoi? Brom-Missisquoi par, je pense, c'était 180 votes. Et donc, ils ne pourront pas répéter cette expérience-là avec les chiffres que l'on voit et avec l'usure du pouvoir, l'insatisfaction du gouvernement fédéral. Je pense que le Bloc peut remporter une majorité de sièges au Québec, même avec juste 30% du vote. Et rappelons, je veux dire, ça fait longtemps que le Bloc a remporté une majorité de sièges au Québec. Il faut retourner à 2008. Donc, ça fait, 16 ans. Mais je pense que oui, ça pourrait arriver. Chez les non-francophones, oui, en effet. J'ai vu ces chiffres. Tu as vu ça toi aussi, hein? C'est un petit échantillon, bien sûr. 43% libéral, 30% conservateur. Alors, la montée du Parti conservateur, oui, 21% chez les francophones, c'est un bon chiffre pour l'équipe de Pierre Poilievre, mais 30% chez les non-francophones, c'est encore meilleur. Mais je ne pense pas que ça donne de siège aux conservateurs. Ils ne gagneront pas le West Island, on s'entend. Je ne pense pas qu'ils vont gagner Laval. Mais est-ce qu'ils pourraient jouer les doubles fêtes et donner plus de sièges au Bloc, la division du vote? La réponse, je crois, c'est oui. On a vu Anthony Housefather qui disent que Oui. il ne... C'est quoi le mot en français? Rule out. Il n'a pas exclu. Il n'a pas exclu. Il n'a pas exclu la possibilité d'aller avec les conservateurs. Peut-être il a vu ces chiffres-là. Ouais. Ça lui donne une possibilité. La seule façon que les conservateurs gagnent un siège à Montréal, c'est si M. Housefather décide de changer de côté à la chambre, cross the floor, on dit en anglais. C'est juste que il reste que Montréal est tellement un bon comté pour les libéraux. Il y aurait des électeurs qui ne seraient pas d'accord avec cette décision-là. Mais aussi, il y a une communauté, une minorité bien sûr de la communauté juive importante à Montréal. J'ai regardé, c'est la deuxième plus grande communauté juive au Canada. La première, c'est Thornhill, au nord de Toronto. Au nord de Toronto ou à Toronto? Thornhill, c'est au nord. C'est au nord de Toronto, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais. Mais alors, est-ce que cet enjeu-là pourrait être tellement important pour cette communauté qu'il décide de changer de parti? Peut-être. J'aurais besoin de chiffres locaux avant de me prononcer là-dessus. Je ne pense pas que je connais assez les gens de Ville-Mont-Royal pour aller me prononcer là-dessus. Donc, mais je suis certain qu'il y aurait des sondages locaux si jamais ça devait arriver.
Temps pour les questions des auditeurs? Oui, donc donne-moi une petite seconde ici. Mon écran s'est soudainement éteint. J'ai deux écrans et là, j'ai perdu les questions. En fait, peux-tu donner la première parce que Ouais. pas longtemps que je te retrouve C'est une ça. question de Ali Gersoy sur le Discord. Ah oui. Il nous demande de l'appui à QS parmi les jeunes. Et dans le sondage, c'était quoi? C'était quoi parmi les jeunes? C'était 44% 44%. Non, c'est gigantesque. En fait, Ouais. on avait vu une fois 40%, je m'en rappelle, chez les G, QS chez les jeunes. Mais d'habitude, c'est dans les 35-39. Là, c'est 44. Euh, Comment est-ce qu'on interprète ça? Je veux dire, la question de Ali Gersoy, il faut aller voter, ces gens-là. il faut aller voter. Ouais. Il y a... La face, c'est que je pense que Québec solidaire... En fait, parmi les jeunes, c'est pas le 44% qui m'a autant surpris, c'est le 9% à la CAQ. La CAQ à 9% chez les jeunes, alors que la CAQ n'a jamais dominé chez les jeunes, mais elle performait quand même bien dans chacune des tranches d'âge. Donc la question de Ali La Gersoy... CAQ n'a pas du Riz. Cette base resterait-elle avec QS à l'avenir ou soutiendrait-il des partis plus traditionnels à mesure qu'ils vieillissent? Ben, évidemment, nous ne savons pas la réponse à cette question. Nous pouvons supputer. On pense que en vieillissant, on a vu des chiffres, je t'avais déjà parlé de ça, des chiffres du NPD fédéral qui dominait chez les jeunes au début des années 2000. Et dans 20 ans, le NPD va être aux portes du pouvoir. Pas vraiment. Mais il reste que QS s'adresse très bien aux jeunes, mais il est à 6% chez les plus âgés. Et donc, il y a vraiment un clivage générationnel. De pouvoir dire, est-ce que c'est possible que la génération actuelle, dans 10-15 ans, va encore soutenir QS? Je pense que c'est très risqué de faire cette prédiction-là. Ce que je veux dire cependant, c'est que lors de la crise étudiante en 2012, évidemment, QS était très au front avec les carrés rouges. À l'époque, QS était à 7, 8, 9, 10% dans les sondages. Et aujourd'hui, ils sont à 18. Alors, je pense que QS a réussi à faire grimper ses appuis, mais c'est vraiment une progression très lente. Ouais. Question est, est-ce que QS va être à 6%? C'était quoi, 6% parmi les 55 plus, Exact. plus? Est-ce qu'il va être toujours à 6% dans 30 ans? On verra. Parce que si tu es quelqu'un qui a 60 ans, QS était fondé quoi, en 2003? Ou Ouais. 2000... Mais leur première élection, c'était 2007. L'UFP, ouais. Ouais, c'était 2007, donc ça fait il y a juste 17 ans. Tu étais dans la quarantaine quand le QS était fondé. Donc, c'est un parti qui est nouveau. Et donc, si tu es quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, tu n'as jamais voté pour QS, est-ce que ça va changer dans 30 ans? Probablement, mais je pense pas qu'on va faire des prédictions pour 2054. Mais je pense juste, si on regarde, en fait, juste 2030 pourrait être intéressant. S'il y a un gouvernement majoritaire en 2026, ça nous mène en 2030. Et là, soudainement, et je reviens encore une fois à la crise étudiante, parce que pour moi, c'est là que QS a vraiment s'est placé sur l'échiquier politique. Avant, c'était juste Amir Kadir dans le plateau. Et donc, ça veut dire que là, ceux qui étaient des adolescents ou des jeunes adultes en 2012, maintenant, ils sont rendus au début de la quarantaine ou la fin trentaine, à la fin de notre décennie. Est-ce qu'ils vont encore appuyer la formation de gauche au Québec? On va voir. Je pense qu'on va prendre ce clip-là dans 6, 7, 8 ans et on va le faire rejouer. Mes cheveux vont être encore plus blancs et toi, tu vas en avoir. Tes cheveux seront pas blancs, toi. Donc... J'ai pas de cheveux. Pierre-Olivier, c'est un peu un blague là, sur le Discord, mais il dit « Monsieur Fitzgibbon va-t-il remplacer M. Legault plutôt que tard si la tendance se maintient? » Je pense que c'est une opportunité de parler un peu de l'avenir de François Legault. Ouais. Est-ce qu'il va être toujours là en 2026? Écoute, encore une fois, nous ne le savons pas. Je ne peux pas vraiment faire cette prédiction-là, mais ce que je veux dire, et je ne pense pas que les gens à la CAQ vont être très fâchés de m'entendre dire ça, M. Legault n'a pas prouvé qu'il est un très bon en campagne. Il n'a pas prouvé qu'il était capable d'être un débatteur hors pair, comme l'était Lucien Bouchard, ou même Jean Charest. Jean Charest était toujours très bon en débat. Alors, si M. Legault et son parti
entre dans une campagne électorale en tirant de l'arrière, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à voir comment ils vont faire pour remonter, sauf si ses rivaux s'auto-sabotent. Alors, est-ce que M. Legault pourrait, quelque part en 2025, même peut-être au début 2026, se dire j'ai fait mon temps en politique et je m'en vais? Le problème, par exemple, avec la question de Pierre-Olivier, c'est que je ne vois pas M. Fitzgibbon du tout intéressé par le poste de premier ministre. En fait, il a souvent, avec sa grosse baboune, il a souvent l'air plus intéressé à sortir de la politique dans quelques années. Mais je ne sais pas la réponse à cette question. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en dis, toi? Est-ce que M. Legault, ça va faire partie de nos over-under bientôt. Est-ce que M. Legault finit son mandat et veut en faire un autre? Il est une des chefs de parti au Canada qui est en poste pour le plus longtemps. Je pense qu'il y a juste quelques-uns d'autres. Ils sont comme des chefs du Parti vert au niveau provincial. Ouais. Donc, ça fait longtemps qu'il fait la politique. 2011. Donc, même il était en première place, c'est toujours une possibilité de ne pas voulu faire un autre 4 ans. Mais quand on a parlé que François Legault est maintenant moins populaire que son parti, Ouais. ça devient un peu problématique parce qu'il va y avoir beaucoup de députés et selon toi, c'est quoi? 80 qui sont en danger? Oui, exact. Il va y avoir assez de pression pour M. Legault de au moins améliorer les choses en 2025 au moins. Mais, Disons-le ouais, cependant, dans un scénario où M. Legault décide de quitter à la fin du mandat, la future course à la chefferie de la CAQ va être fascinante. Parce que ce parti-là pourrait aller d'un côté comme de l'autre, pourrait vraiment changer. Ce parti-là a été fait dans un moule pour M. Legault. Alors, le prochain chef ou la prochaine chef de la Coalition Avenir Québec va avoir tout qu'un mandat devant lui ou devant elle. Mais c'est à suivre. Une question dans le futur. Mais est-ce que cette personne-là va être le Kim Campbell de la CAQ? À suivre. Mon cher Eric, si j'ai bien compris, tu as un quiz pour moi aujourd'hui. Oui. Je t'écoute. OK. J'ai écrit toute l'introduction pour s'assurer que c'est bien dit. OK. Le premier ministre François Legault a représenté 2 circonscriptions au cours de sa carrière politique. Il était député de Rousseau entre 1998 et 2009 et il est député de l'Assomption depuis 2012. Il n'est pas inhabituel qu'un premier ministre représente plusieurs comtés au cours de sa carrière politique. Oh non. Donc, je vais nommer 7 anciens premiers ministres et j'ai vu qu'ils sont les seuls 7 qui ont représenté au moins 3 comtés dans leur carrière. Au moins 3? Ouais. Au moins 3. OK. Donc, je vais nommer 7 anciens premiers ministres et pour chacun d'entre eux, 4 circonscriptions dont l'une n'a pas été représentée par le premier ministre en question au cours de sa carrière politique, y compris lorsqu'il n'était pas premier ministre. OK. Pour avoir la bonne réponse, tu dois identifier le comté qui n'a pas été représenté par le premier ministre parmi les 4 options. Pour gagner le quiz, ça va être assez facile. Je veux 4 bonnes réponses. Est-ce que, point d'ordre ici, est-ce que ce sont des premiers ministres québécois? Nous parlons de politique provinciale? Oui. Ah, OK. Les premiers ministres québécois. OK. Wow. Ouais. Wow, quel bon format. Je pense que j'en connais quelques-uns, mais vas-y, mon cher, je t'écoute. Donc, 4 sur 7, c'est ça? 4 sur 7? 4 sur 7, OK, ouais. Parfait. Et on va commencer avec les plus récents et on boy. va aller dans le passé où ça va être beaucoup plus difficile. Bon, on va commencer avec Philippe Couillard. Oui. Le premier ministre libéral. Le dernier libéral, oui. Ouais. OK, voici les 4 comtés. Mont-Royal, Marquette, Outremont, Roberval. Lequel n'était pas représenté par Philippe Couillard. Je connais la réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis même capable de te nommer une autre circonscription qu'il a représentée. Il a été député d'Outremont. Il a été député de Roberval. Pourrais-tu me donner les 2 autres? C'était Montréal et Marquette. Mont-Royal?
Il n'a pas été député de Marquette. Et c'est correct. Il a aussi été député de Jean Talon. Il a été aussi député je de sais. Jean Talon. Mais je pensais que c'était trop facile. Oui, il était député de Montréal entre 2003 et 2007, Outremont de 2013 à 2014 et Robertval de 2014 à 2018. Et oui, Jean Talon à 2007 à 2008. OK. Wow, OK. On va passer le deuxième. Ça commence bien. Pauline Marois. Oh, okay. Lapellerie, Taillon, Vachon et Charlevoix-Côte-de-Beaupré. OK. Lorsqu'elle était première ministre, Mme Marois avait remporté Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Taillon, Vachon et Lapellerie. Elle a été députée de Taillon. Et je vais dire qu'elle a été aussi députée de Vachon. Alors, je vais dire Lapellerie. Non, elle était la députée de Lapellerie entre 1981 et 1985. Wow! Ah! Ouais. Oh, OK, ça va être difficile, ce quiz-là. Vachon okay. était C'était Vachon, la bonne réponse? C'était Vachon, oui. Ah, elle était aussi députée de Charlevoix entre 2007 et 2012. D'accord. Oh, bon. OK. 1 sur 2. La pelleterie. Ah, ouais, ça, à l'époque, ça votait PQ dans ce temps-là. Okay. Bernard Landry. Oui. Joliette. Fabre. Laval-des-Rapides. Et Verchères. OK. Il a été député de Verchères. Ça, c'est certain. Faut que je les écrive parce que ça passe trop vite. Fabre. Laval-des-Rapides. Joliette, Laval-des-Rapides. 2 circonscriptions à Laval. Ça me semble... OK. Joliette. C'est tellement un bon comté pour le Parti québécois, ça. Mais il a tellement été député longtemps. OK. Je vais dire qu'il a été député de Joliette. Et là, c'est un... Non? OK, bon, je pense que tu as... Non, c'est... Ton body language a donné la réponse. Il n'a pas été député. Ouais. Ah, j'allais par élimination. Non. Il a été député dans 2 circonscriptions lavalloises. Oui, Fabre en 1976 et 1981 et Laval-des-Rapides 1981 et 1985. Oh. Il était né à Joliette. Ce quiz-là ne va pas très bien. Okay. 1 sur 3. Oh, il n'y a pas beaucoup de marge. Je pensais pas que 2. Je pensais que c'était une de Laval qui était trop. OK. Ouais. Oh mais c'est toujours possible si la carte électorale change qu'ils sont passés à un autre comté. Donc, mon Dieu, on continue. Je suis affreux. Okay. 1 sur 3. Robert Bourassa. Ah, boy. OK, vas-y. Bertrand, Mercier, Saint-Laurent, Anjou. Et cette fois-ci, je vais pas faire des faces. Là. OK, parce que j'y vais par élimination. Il a perdu dans Bertrand en 1985. Est-ce qu'il avait été député de Bertrand avant? Je sais que quand il a perdu dans Bertrand en 1985, il est allé ensuite dans Saint-Laurent. Alors, j'élimine Saint-Laurent tout de suite. Il a été député de Saint-Laurent. Et là, j'ai Mercier. Et c'est quoi la quatrième? Anjou. Anjou. Député d'Anjou pendant de 76 à 89, c'était Pierre-Marc Johnson. Est-ce que Robert Bourassa était député d'Anjou avant ça? Mercier. C'est vrai que les libéraux gagnaient Mercier à une époque. OK. Pourquoi il s'est présenté dans Bertrand en 1985? C'était tellement pas un bon comté. C'était tellement pas un bon comté que les libéraux ont gagné 99 sièges et Bertrand n'était pas parmi le lot. Y a-t-il été député d'Anjou? OK, je vais dire Bertrand. Il était député de Bertrand quelques mois avant les élections en 1985 et il a perdu. Il était député sortant, il a perdu. Alors c'est Anjou? C'est Anjou? C'est Anjou. Mercier, c'était son premier siège en 1966 et Saint-Laurent, comme tu as dit, en 1986. Oh mon Dieu, l'humiliation. 11 sur 4, il faut...
pas faire une erreur pour le reste des options et ça va être beaucoup plus dur. Je pense que le prochain va être facile. Ouais, ok. J'espère que je Nos te donne auditeurs un ont la point preuve. ici. Nos auditeurs ont la preuve, encore une fois, que nous ne trichons pas pendant les quiz. Non. Parce que. Ok. Shit. Je t'écoute. René Lévesque, Oui. Montréal-Laurier, Laurier, Bourgette, Taillon. Donc, il a été député de Taillon. Il a été député t'as dit Montréal, Laurier et Laurier. La carte a changé quand il était avec les libéraux parce qu'il a perdu ces comtés-là comme chef du Parti québécois. Bourget, c'était Camille Lorrain. je vais dire Bourget. C'est correct. C'est la bonne réponse. Il était député de Montréal-Laurier 1960 et 1966, Laurier 1966 et 1970 et Taillon quand il était premier ministre. OK. Ouf. Avant ça, il n'y avait pas des premiers ministres qui étaient dans plusieurs comtés. On sait que Maurice Duplessis était à Trois-Rivières pour comme toute sa vie et tout ça. Donc, on va dans le passé. Donc, je pense que ça va être juste un guess pour toi, mais on va essayer quand même. Parce qu'il y avait deux autres. OK. Laumer-Gouin, Laumer-Gouin. OK. Saint-Jean, Matane, Portneuf, Montréal numéro 2. C'est un vrai comté, ça? Montréal numéro 2? Oui, j'ai utilisé les cartes électorales historiques pour trouver mes fausses réponses. OK. Je demanderai, s'il vous plaît, de répéter la question. Donc, Montréal numéro 2, parfait. C'est quoi les autres? Saint-Jean. Saint-Jean, Portneuf, Matane. Portneuf et Matane. La face, c'est que je pense qu'il venait de Portneuf. Ou il venait de Québec. Montréal numéro 2. La face, c'est que si la réponse c'est Montréal numéro 2, la prochaine fois que je te vois, je te donne une taloche derrière la tête parce que c'est vraiment pas cool, ça. Saint-Jean. Ok, je vais y aller par élimination. Moi, je vais dire qu'il a été député de Montréal numéro 2 parce que je pense que tu me niaises ici, alors je pense que c'est un vrai comté. Je vais dire qu'il a été député de Portneuf parce que je crois qu'il venait de la région de Québec. Et donc, il reste Matane et Saint-Jean. Donc, je vais faire un guess. Je vais dire qu'il n'a pas été député de Matane. Et c'est la bonne réponse. Il mon n'était Dieu. pas le député de Matane, il était le député de Saint-Jean pour seulement 2 ans. Une an peut-être, 1912 à 1913. Mais oui, Montréal numéro 2 est un vrai comté. Et il était le député. C'était son premier siège. Ça, c'est quelque chose que je donne au Québec. Nous avons des beaux noms de circonscriptions. Quand tu vas en Ontario, c'est Mississauga Centre, Mississauga Sud, Mississauga Ouest. Non, nous autres, on a des noms de comtés qui représentent des vraies personnes. Montréal numéro 2, peut-être, c'est pas une de nos meilleures, mais... OK. Alors là, j'ai 3 sur 6. 3 sur 6, j'ai dit que je veux 4 bonnes réponses, donc ça va tout jouer avec Louis-Olivier Taillon. Il n'a pas été député de Taillon, ça c'est certain. OK. Probablement pas. Je t'écoute. OK. Chambly, Montcalm, Montréal-Est et Wolfe. Wolfe n'est pas une circonscription. À Montréal, dans le quartier Ville-Marie, village gay, il y a 2 rues voisines, Montcalm et Wolfe. Et Wolfe va vers le nord et Montcalm va vers le sud. Mais ça, c'est intéressant. C'était mon ancien quartier. OK, j'en ai aucune idée. Taillon, c'était dans les années 1880, n'est-ce pas? Ou c'était un peu... C'était-tu avant ou après Honoré Mercier? Je pense que c'était avant. À 75 OK, c'est avant. OK. 97. OK. Chambly.
Pourrais-tu répéter une dernière fois les circonscriptions? Chambly, Ouais. Montcalm, Montréal-Est, Wolfe. OK. Je vais éliminer Wolfe parce que je ne crois pas qu'il y ait une circonscription qui s'appelait Wolfe. Jamais. Montcalm serait intéressant. Montréal-Est, peut-être, j'en ai aucune idée. Chambly. C'est sûr que la circonscription de Taillon est sur la rive sud. Est-ce qu'ils ont nommé une circonscription en son honneur parce qu'il venait de la rive sud? Alors, je vais dire qu'il a été député de Chambly. Il reste Montréal-Est et Montcalm. Je vais dire... Attends un petit peu, je dois choisir la circonscription qui n'a pas été. OK, je vais dire Oui, Wolfe. c'est ça. Wolfe. Et c'est la bonne réponse. Woo! Mais Wolfe était Était un vrai comté? était un comté dans les Pour cantons de l'Est. vrai? Wow. Ah, Ouais. bien sûr, dans les cantons de l'Est. OK. Ah, Wow, wow. 4 sur 7. Et j'ai mis la ligne, c'était une bonne ligne, là. Donc, Mais j'ai eu Taillon, mais j'ai raté Robert Bourassa. C'est quasiment honteux. Wow. ouais. OK. Euh, Bien, c'était bien fait. 4 sur 7, c'est un pass. C'est ce qu'on veut. Je savais que c'était un peu difficile parce que j'ai fait par exprès de trouver des comtés qui étaient au moins dans la même région que les autres, sauf pour le Nomergouin. Ouais. Ouais. Matane, je voulais aussi juste mentionner mes amis à Matane. on salue les gens de Matane. Chiffre de la semaine, Eric, est-ce que tu as un Oui. chiffre à nous proposer? Absolument, c'est 43. C'est le pourcentage de caquistes qui pensent que le budget est mauvais. Contre, je pense que c'était 44 qui pensent que c'est bon. Donc, c'est comme moitié-moitié pour les électeurs caquistes. Et c'est pas des anciens caquistes, c'est les gens qui votent pour la CAQ maintenant qui disent qu'ils voteraient pour la CAQ. 43% pensent que le budget était mauvais. Wow. Et ça va mal. Ben, mon chiffre est dans la même lignée, c'est 72. C'est le taux de satisfaction du gouvernement Legault auprès des caquistes. Et donc, ça semble haut, ce n'est pas haut du tout. La CAQ, ces chiffres-là de léger, je me rappelle très très bien d'un 98 et d'un 99% de satisfaction pour M. Legault chez les caquistes. Et là, c'est 72. Et évidemment, juste adjacent à cela, on voyait souvent que les taux de satisfaction de M. Legault étaient très élevés chez les péquistes. Et là, les péquistes, 25% de satisfaction seulement. Alors, mon chiffre de la semaine, c'est ça. M. Legault n'a plus autant l'oreille des Québécois que par le passé. Non, non. Bon, c'était une bonne semaine avec un sondage juste avant notre balado. Donc, j'espère qu'on va avoir quelque chose d'intéressant pour parler en 2 semaines, Philippe. Ah, je pense que oui. On va s'arranger pour trouver quelque chose. OK. Peut-être qu'il va y avoir une démission, peut-être qu'il va y avoir un nouveau sondage, une autre firme, on ne sait pas. On sait pas. Peut-être Denis Coderre va se présenter pour... Non, on avait presque réussi à faire un épisode sans Denis Coderre. Denis Coderre, ça va être au mois de juin. Il a dit, à son retour de son chemin de Compostelle, il va annoncer... Peut-être qu'il va être inspiré maintenant. Il va nous écouter aujourd'hui. Ils disent que oui, c'est le temps. Je vais donner à Eric et Philippe quelque chose de discuter la prochaine fois. Il va arriver du Mont-Sinaï avec sa tablette et dire « Je vais... » bref. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. Merci d'appuyer le balado. Si vous êtes intéressé d'obtenir le balado de façon hâtive et aussi de nous encourager dans ce projet, nous vous invitons à visiter le www.leschiffres.ca pour devenir membre du balado. Les membres peuvent nous poser directement des questions auxquelles nous répondons pendant les épisodes et aussi nous donner des idées de quiz, des idées de sujets de discussion. Et bien sûr, c'est aussi une forme d'appréciation, un signe d'appréciation envers ce balado. Et nous sommes très, très reconnaissants. Merci beaucoup, Eric. Je te souhaite une belle semaine et on se parle très bientôt au balado Les Chiffres dans 2 semaines.